Au sein de l'université de Cocody, le professeur Alou est une légende vivante. Historien passionné et éminent spécialiste des civilisations africaines, il incarne la sagesse et la profondeur du savoir. Avec une carrière consacrée à l'étude du peuplement et des sociétés africaines, il est respecté pour sa rigueur intellectuelle, sa vision éclairée et son engagement à redonner à l'Afrique sa place légitime dans l'histoire mondiale. Depuis l'école primaire, j'ai beaucoup aimé l'histoire et la géographie. Et donc, j'excellais un peu dans cette discipline-là. Et c'est ainsi que quand j'ai eu mon baccalauréat, c'était durant l'année scolaire 1979-1980, on m'a orienté en histoire. Mais enseignement, il y avait un tronc commun histoire-géographie. Et donc, à partir de la troisième année, c'était le duel, à partir du duel 3, donc, je suis allé faire une licence d'histoire. Quand j'ai fait ma licence, enseignement, il y avait la maîtrise d'histoire. J'aimais beaucoup l'histoire ancienne. Et donc, j'ai fait un mémoire de maîtrise sur l'histoire, disons, ancienne, disons, de l'Afrique du Nord, à propos justement de la civilisation romaine. Et mon sujet était intitulé La bourgeoisie municipale d'Afrique romaine, d'après l'œuvre d'Apulé. Apulé, c'est un auteur ancien. Et donc, j'ai eu cette maîtrise-là en 1984. Et je voulais aller faire des études en Europe pour faire l'égyptologie, c'est-à-dire l'histoire ancienne de l'Égypte antique. C'est ce qui m'intéressait. Je remplissais les critères et quand je suis allé voir alors celui qui dirigeait l'Institut d'histoire d'art et d'archéologie, il m'a dit non, il n'y a pas de bourse pour moi, bien que je nomme vous remplissez les critères, mais il n'y a pas de bourse pour vous. Il y a plutôt une bourse pour vous pour faire une thèse sur place. Ah, d'accord. Et c'est ainsi que je suis allé rencontrer le professeur Simon-Pierre Ekanza. Donc ça a été un concours de circonstances un peu, je dis comme un hasard. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur l'histoire des Nzema. Les Nzema qui sont appelés actuellement Apolloniens. C'est ainsi que j'ai fait donc une thèse de 3e cycle sur les Nzema, sous la direction du professeur Ekanza. Et c'est ainsi que finalement, j'ai commencé à faire l'histoire africaine. En commençant par les Nzema, c'était d'autant plus aisé pour moi que moi-même, ma mère est Nzema. Et je comprends bien la langue Nzema. Et donc, j'ai dû aller aussi en République sœur du Ghana, mener des enquêtes, etc. Et puis, bon, c'est ainsi que j'ai soutenu cette thèse de 3e cycle sur les Nzema. Quand on est universitaire, on lit beaucoup. Et très souvent, je vois dans les documents comment l'histoire des Noirs en général et l'histoire des Africains est minimisée. Voilà. Or, en faisant cette thèse de 3e cycle sur les Nzema, je me suis rendu compte de la richesse immense de l'histoire de ce peuple Nzema et au-delà aussi de l'histoire des Akans en général. Voilà. Mais comme mon sujet s'est limité aux Nzema, mais j'ai montré dans ma thèse comment est-ce que le peuple Nzema s'est formé. Et je me suis rendu compte qu'à l'intérieur, ils avaient des ancêtres qui sont venus d'un peu partout de l'espace Akan. Ils ont des ancêtres qui sont d'origine Béti-Béou et Wotile. Ils ont des ancêtres qui sont d'origine Ashanti, d'origine Akwamu, d'origine Aké, d'origine Bron, etc., d'origine Agni. Et donc, ça m'a amené un peu à avoir un regard aussi sur tous les autres peuples Akan. Et c'est ce qui va m'amener d'ailleurs par la suite faire une thèse d'État sur l'histoire des peuples de civilisation Akan, toujours sous la direction de mon maître, le professeur Simon-Pierre Ekanza, à qui je rends hommage. Je lui dis vraiment infiniment merci de m'avoir donné l'opportunité de faire d'abord une thèse de 3e cycle et puis ensuite une thèse d'État sur l'histoire des peuples africains. Je suis toujours motivé par l'histoire africaine. Et là aussi, je me suis rendu compte, il y a ceux qu'on appelle les africanistes, qui sont des Européens qui disent travailler sur l'histoire des Africains. Mais très souvent, j'ai constaté qu'ils ne parlent aucune des langues des peuples qu'ils sont censés étudier. Vous voyez? Et donc, quand j'ai commencé à enseigner, quand j'ai soutenu ma thèse de 3e cycle, j'ai commencé à enseigner à l'université d'Abidjan d'alors.
J'ai pris fonction le 13 novembre 1989. Et c'est ainsi que j'ai commencé à travailler sur l'histoire de l'Afrique. Et donc, mes cours portaient surtout sur l'histoire de l'Afrique. C'est vrai, je faisais les TD par rapport à ce que nos maîtres là donnaient comme cours. Mais je prenais toujours des espaces pour parler de l'histoire de l'Afrique, pour que les jeunes soient intéressés par l'histoire de l'Afrique, pour qu'ils en soient fiers. Parce que quand j'observe l'histoire de l'Afrique, l'Afrique a une histoire tellement riche, vous voyez, une histoire tellement riche au moment où les Européens étaient dans la période féodale et médiévale en général. Mais nous ici, c'était les grands empires, l'Ouest africain. Donc vous voyez, nos ancêtres ont bâti des États beaucoup plus vastes que ce que nous voyons aujourd'hui. Et ces États-là fonctionnaient bien, avec une bonne gouvernance. Et donc j'ai amené les étudiants que j'encadre à faire des mémoires ou des thèses sur l'histoire des peuples de Côte d'Ivoire. C'est comme ça. C'est ainsi que Pété Eric a fait une thèse sur les Haïti. Bras Désiré a fait une thèse sur les Sénoufo Nyarafolo. Angwa a fait une thèse sur les peuples d'Assoko. Bakayoko Abou a fait une thèse sur les Malinqués du Maou. Gouledei a fait une thèse sur les Ouai. Ouattara Noumtche a fait une thèse sur les dégâts. Les dégâts, par exemple, c'est des peuples qui ne sont pas connus. Ils sont dans le département de Bandoukou. Ils ont 3 villages, Motiamo, Boromba et puis Zagala. Vous voyez. Donc, j'amène les étudiants à faire des thèses et des travaux sur les populations de Côte d'Ivoire pour que les populations de Côte d'Ivoire soient connues. Vous voyez, pour que les populations de Côte d'Ivoire soient connues, pour que les gens découvrent la richesse de l'histoire de nos populations. Vous comprenez? Et donc, mes travaux, mes articles, etc., ont toujours porté sur cet aspect des choses-là. Parce que souvent, les gens se disent « Oh, mais on ne sait rien sur tel peuple, etc. » Alors qu'il y a des thèses qui sont là, il y a des mémoires qui sont là, mais cela n'est pas porté à la connaissance du grand public. Parce qu'au-delà maintenant des docteurs que j'ai formés, ils sont presque 35, je ne peux pas les citer tous, mais maintenant je veux que cette histoire soit connue du grand public. Et je me souviens que même quand j'étais encore élève, j'écoutais très souvent les émissions du doyen Jules Kofi Eboa, que je salue au passage, je lui dis merci. J'écoutais ces émissions et au besoin, je les enregistrais. J'avais acheté un enregistreur pour cela, je les enregistrais. Malheureusement, mes enregistreurs sont perdus, etc. Donc, les documents sont perdus. Et lui-même aussi, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, mais professeur Alou, moi-même, ce que j'ai enregistré, les bandes là, les gens ont fait d'autres enregistrements dessus. Et c'est ainsi que je me suis dit qu'il faut que maintenant, je puisse faire connaître toute cette histoire très riche de nos populations ivoiriennes et africaines en général au grand public. C'est ainsi que j'ai créé une chaîne YouTube. Voilà, la chaîne YouTube qui est Professeur Alou Kwame René. Ou bien on peut accéder en tapant Kwame René Alou. Et aujourd'hui, j'en suis à près de 1400 vidéos enseignement. 1400 vidéos enseignement. Quelquefois, quand les gens découvrent ça, ils sont étonnés. J'en ai fait sur presque tous les peuples de Côte d'Ivoire, sur les Tchamaou et Brié, sur les Avikam, sur les Aladjan, sur les Eotile ou les Betibé, sur les différents groupes Agni du Moronou, Agni du Ndenia, Agni du Sanvi, Agni Borna, Agni Bini, etc. Agni Barabon. Donc, je veux que vraiment cette histoire soit connue. À travers ses cours magistraux, le professeur Alou offre bien plus qu'un enseignement classique. Il est un guide pour ses étudiants, leur apprenant à comprendre le passé pour éclairer le présent. Il les invite à questionner les récits dominants, à déconstruire les mythes et à redécouvrir la richesse des civilisations africaines. Avec une pédagogie unique, il stimule leur réflexion et leur passion, tout en leur inculquant la valeur inestimable de la mémoire collective et de la vérité historique. Fausseté historique, ou des mythes comme vous le dites, ça j'en ai fait plusieurs. C'est comme récemment, j'ai fait une série de vidéos pour expliquer qu'il y a des faussetés qui sont enseignées et qui sont dans nos manuels. Quand on dit que l'homme descend du singe, comme ce que Darwin a dit, mais c'est faux. Entre 1991 et 2003, il y a eu ce qu'on a appelé le séquençage du génome humain, c'est-à-dire des gènes. C'est-à-dire que les généticiens ont travaillé sur les gènes de l'être humain. Et ils se sont rendus compte de quoi? Que les gènes de l'être humain
c'est unique, c'est spécifique. Et c'est celui de l'homme qu'on appelle, le véritable homme qu'on appelle l'Homo sapiens sapiens. Donc cela veut dire que la théorie de l'évolution, pour dire oui, il y a eu l'Homo habilis, l'Homo erectus, l'Australopithèque, etc., ce sont des faussetés. Tous ces êtres dont on parle, l'Homo habilis, l'Homo erectus, le néandertalien, ce n'est pas l'être humain. Ce sont en fait des variétés de singes. Ce sont des variétés de singes, ce n'est pas l'être humain. Donc il faut qu'on revienne aux véritables fondamentaux. L'être humain, c'est l'Homo sapiens sapiens. Et il est apparu où? Dans la région des Grands Lacs. C'est-à-dire le sud de l'Égypte, l'Éthiopie, le Soudan, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda. Cette région des Grands Lacs, même jusqu'en Éthiopie, il y a des lacs là-bas. C'est là que l'être humain est apparu. Et c'est de là qu'il s'est étendu pour habiter toute la terre. Je dis bien toute la terre. Il a peuplé l'Afrique, il est allé au Moyen-Orient, il est allé en Asie, mais quelquefois les gens disent, mais comment c'est fait que nous paraissons différents? Nous sommes différents extérieurement par rapport à quoi? Par rapport à une adaptation. Ce qu'on appelle l'homme dans cela ou le mongoloïde, c'est-à-dire le chinois, le japonais, le coréen, mais c'est parce que l'homme noir est parti dans les plaines de la Mongolie. Et dans les plaines de la Mongolie, il n'y a pas d'arbres. Le vent souffle très fort. Et donc, c'est des milliers d'années après que le descendant de l'homme noir qui est allé dans les plaines de Mongolie, il a fini par avoir la peau claire et par avoir les yeux bridés à cause du vent qui souffle très fort dans les plaines de Mongolie. Dernièrement même, j'ai regardé un peu l'histoire de Genghis Khan qui a créé l'empire mongol. J'ai vu sur les pavillons, les drapeaux des guerriers de Genghis Khan, un symbole important qui vient d'où? Qui vient d'Afrique, notamment chez les Dogons. Ce symbole s'appelle Kanaga. Comment est-ce que les Mongols ont eu ça? Regardez où sont les Mongols. Aujourd'hui, bon, il y a certains qui sont en Chine, on appelle ça la Mongolie intérieure. Maintenant, il y a ceux de la Mongolie extérieure qui est une république. Comment ils ont eu la connaissance du Kanaga? Ça vient des Dogons. Et après, quand on a découvert, il y a l'île d'Andaman qui fait partie de l'Inde. Ce sont les Noirs qui sont là-bas. On les appelle les Jarawa. C'est dans les années 70 qu'on a découvert que cette île-là n'est pas vide d'hommes, mais il y a des populations noires. Et ces populations-là, ce sont des Noirs qui vivent même encore comme au Paléolithique, qui vivent de la chasse et de la cueillette. Et c'est l'homme noir qu'on a appelé l'homme de Grimaldi, qui allait dans le Caucase, qui allait en Europe. Il y a d'autres Noirs qui sont passés par le détroit de Gibraltar. C'est eux aussi, 20 000 ans après, que leurs descendants sont devenus l'homme caucasien, ceux qu'on appelle ordinairement les Blancs. Moi, je les appelle les Caucasiens, les Lokoden ou bien les descendants de l'homme de Cro-Magnon. Donc, l'homme de Cro-Magnon, le Blanc, il descend de l'homme noir. Voilà les faits, c'est l'homme noir qui est parti partout pour peupler la terre. Voilà. Et c'est le climat qui a créé ces modifications-là de couleur de peau, etc. D'ailleurs, dernièrement, ils ont fait des études sur la langue, notamment des Basques. On se rend compte que la langue des Basques, c'est une langue négro-africaine. Vous voyez? Il y a même des grottes, la grotte de Chauvet en France. Les gens ont représenté quoi dans cette grotte-là? Des animaux qui n'existent pas en France ni en Europe, mais ce sont des animaux qui existent en Afrique. On a découvert ça dans cette grotte-là. Mais les gens prétendent que non, si les gens vont là-bas, leur souffle, etc., va détruire les peintures rupestres qui sont sur le mur, etc. Alors que si on va, qu'on montre ça clairement aux gens, les gens comprendront que ce sont des Noirs qui y sont allés. Dernièrement, en Angleterre, il y a 2 chercheurs qui ont travaillé sur un squelette d'un homme qu'on appelle le Kedarman, parce qu'on a trouvé son squelette là dans la plaine de Kedar, dans la zone londonienne. Mais quand ils ont modélisé, ils ont vu que c'est un noir, mais qui avait commencé à avoir l'iris bleu, les yeux bleus. Vous comprenez? Et ces 2-là ont dit aux Anglais, voilà votre ancêtre le plus ancien, le Kedarman. Oh, mais il fallait voir les paroles racistes des anglo-saxons. Alors que c'est bien leur ancêtre. Il y a un grand anthropologue qu'on appelle Yves Coppens. Il était sur un plateau de télévision. Et il disait comme ça à ceux qui sont là, nous sommes tous des Africains, nous descendons des Africains. Les gens ont dit, quoi? Professeur Yves Coppens, qu'est-ce que vous racontez? Il dit, mais je vous le dis, les travaux le montrent. Nous, les gens bien clairs là, nous descendons des Africains. Voilà. Et il y a des preuves scientifiques. Les gens lui ont dit, mais on ne nous a jamais dit cela et on ne nous a jamais enseigné cela. Il a dit, mais c'est parce qu'on ne vous l'enseigne pas. C'est parce qu'on ne veut pas vous l'enseigner. Mais c'est ça les faits.
Si tu ne veux pas être complexé devant qui que ce soit, il faut connaître l'histoire de tes ancêtres. Ça va t'éviter d'être complexé. Parce que tu sauras ce que tes ancêtres ont fait de grandiose. Et tu n'auras aucun complexe devant qui que ce soit. Aucun complexe devant qui que ce soit. Voilà, c'est ça. Parce que souvent, les Africains sont souvent frustrés et complexés. Donc, ce que les ancêtres ont fait, ça doit servir d'exemple. Et ça nous donne une fierté. Pas un orgueil, mais une fierté. Le professeur Alou, spécialiste de l'histoire du peuplement et des civilisations africaines, consacre un ouvrage à une période charnière de l'histoire de la Côte d'Ivoire, la fin du XVIIe et le XVIIIe siècle. Il y analyse les grandes vagues migratoires qui ont profondément transformé la carte ethnique du pays, notamment dans l'espace Akan. L'étude met en lumière l'installation massive des Brons dans le nord-ouest, un mouvement qui redessine les équilibres ethniques de la région. De même, l'arrivée des Baoulés Assabou au centre du pays, ainsi que celle des Agnis dans toute la partie orientale, marque une étape décisive dans le processus de peuplement de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est l'une de mes fiertés en tant que chercheur. Cette migration et ce peuplement que j'ai mis à jour, que j'ai appelé la migration Akpafou, Ga, Krobou, Adélé, Avatim. Mes prédécesseurs en parlaient seulement en disant ouais, il y a des groupes qui disent être descendus du ciel à l'aide d'une chaîne, que les ancêtres sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Par exemple, le clan Zomon qui a Ores Krobou. Par exemple, les Baoulés Akpatifoué, les Baoulés Bomi. Il y a par exemple aussi les Pama qui sont à la fois en pays Abidji, qui sont en pays Abin, etc. Mais il a fallu que je compulse les traditions et les travaux qui concernent par exemple le royaume Gandakra avec le royaume Akwamou. Pour comprendre que non, c'est l'expansion Akwamou qui a fait que des populations diverses ont fui la basse vallée de la Volta et certains se sont retrouvés en Côte d'Ivoire. Il y a des enseignements qui se font sur l'Afrique. Ça me rassure. Ça me rassure. Et donc, les jeunes s'intéressent à cette histoire sur l'Afrique. Donc, je ne m'inquiète pas. Je sais que cet enseignement sera poursuivi et que d'autres voudront aussi faire des travaux, des thèses sur l'histoire de l'Afrique. Il se trouve que, concernant les populations de Côte d'Ivoire, il faut mener des enquêtes sur le terrain. Et ça, c'est ce qui fait un peu la difficulté pour les étudiants. Voilà. Mais il y a certains qui sont motivés, qui trouvent le moyen parce qu'il faut aller sur le terrain, il faut mener des enquêtes de terrain, etc. Et ça, ce n'est pas toujours facile.